l'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors ? Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là ? Ça fait 50 ans que je dors plus. Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Juzo. On sort le jour, donc, et la nuit. Pourquoi on ne sortirait pas ? Dans le Transilien, direction Rambouillet, j'observe par la fenêtre les paysages qui défilent. Des plaines agricoles, des villes, des bosquets d'arbres. Puis des villages et de plus en plus de petites forêts. Le jour baisse. Dominique est arrivé à notre point de rendez-vous avec sa camionnette blanche, sur le toit de laquelle est accrochée une grande échelle en bois. Il dit, c'est pour poser les nichoirs pour les chouettes. Avec ça, on va dans les granges, dans les greniers, les clochers, ou dans des ruines pour vérifier et nettoyer leurs petits abris. Je l'imagine avec son 1m90 de haut, sa grosse veste marron qui lui fait la carrure d'un ours et ses 75 ans qu'on devine un peu sur ses mains ou sur le côté de ses yeux, perché en haut de l'échelle à surveiller les oisillons. Et ça me fait sourire. Bon, on va continuer un petit peu. Allez. Pour être plus près par rapport à la hulotte, si elle se manifeste. Qu'on soit dans de meilleures conditions. Elle est dans le bois. Donc on a intérêt pour l'instant à continuer à marcher vers le bois pour y compris même être dissimulé. Et là d'écouter et de surveiller. Et on a plus de chance à la fois d'entendre et de voir. Avec son ami Pierre, ils sortent le soir pour compter les chouettes, ces rapaces qui ne vivent que la nuit. Ça sert pour les inventaires et pour protéger les espèces les plus fragiles. Ceux-là, ils vont se coucher. Les corbeaux, les corneilles, ils font des trajets pour aller dans des lieux où il peut y avoir des regroupements. Et donc, ils passent la nuit en dortoir. Et donc, le soir, là, on les voit passer pour aller se coucher. Ils se branchent. Ils dorment, pareil, en hauteur pour être protégés par rapport à un prédateur. Ils m'ont dit, mets des habits sombres, une casquette sur la tête et surtout pas de parfum. Une lampe ? Non, pas besoin. Tes yeux, tu t'en sers que dalle. J'ai mes oreilles, casque et micro. J'allume et on se dirige vers les bois. Épisode 3. Oiseaux de nuit. C'est quelle heure ? 20h20. 20h20, ouais. Bon, là, voilà. La première manifestation spontanée de la chouette hulotte. Donc on voit la lumière est encore... elle baisse, mais elle est pas... La nuit n'est pas du tout établie. Donc c'est plutôt... On va l'écouter encore. D'abord c'est un chant de mâle. Voilà, le premier brame. Et là, cet individu, il s'apprête simplement à sortir de son repos diurne et il va partir en chasse. Mais avant de partir en chasse, il manifeste sa territorialité par rapport aux voisins. C'est les premiers chants de début de nuit. Toujours le même individu. Par rapport aux cerfs, à la différence des chevreuils, ils sont encore sous couvert de la forêt. Donc ils vont sortir, mais ils attendent qu'il fasse plus nuit. Voilà un deuxième individu de hulotte. Mais donc les cerfs, ils attendent la nuit plus établie, parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation, il y a des gens qui se baladent, il y a des habitations pas très loin. Ils vont sortir pour aller manger à l'extérieur du bois, mais un petit peu plus tard. Compte tenu de l'environnement nocturne, leur grande particularité, c'est de chasser d'abord à l'ouïe. C'est d'abord le localiser, les proies, en les écoutant, se déplacer dans l'herbe, ou en écoutant les tout petits cris qu'elles produisent, qui vont être imperceptibles à notre oreille. Des petits animaux, comme les rongeurs, qui se déplacent dans l'herbe, quand l'herbe fait 30 cm, 40 cm, ils sont invisibles de par leur taille, c'est gros comme un doigt.
Et pour les trouver, c'est pas la vue. La vue va rentrer en ligne de compte au dernier moment pour ajuster la capture avec les serres. Ça va être le sens associé dans un deuxième temps pour perfectionner la prise. Voilà, encore une. Donc là, on est sur 4. On est sur 4 individus. Chouette hulotte. Comme on se rapproche des milieux forestiers, on est entouré de petits bois. Il y a un massif un peu plus important. Donc là, on rentre vraiment dans un territoire de chouette hulotte. Voilà, ça c'est le cerf là. Il y a une qualité qui fait la particularité des rapaces nocturnes, c'est le vol silencieux. Pour un oiseau qui doit attraper des petits animaux vivants, il faut développer une stratégie qui permet de les approcher sans être entendu. Le vol silencieux, c'est grâce à des dispositifs sur la première plume du bord d'attaque de l'aile. Il y a une plume qui a des petits, on dit des petites dents, c'est une image, des petites barbes qui permettent à l'aile de fendre l'air sans faire de turbulence, provoquant des mouvements d'air qui provoquent du bruit. Si tu caresses une chouette, tu caresses pas un pigeon. C'est extrêmement doux, c'est extrêmement soyeux. Tout le plumage est doux, comme du velours. On commence à entendre aussi d'autres. On entend des houes, mais on entend aussi des drôles de cris plus aigus. Les rapaces de jour, diurnes, n'ont pas le même plumage aussi silencieux. Voilà, on entend. Pas le brame, on attend. Ça, c'est le chant du mâle puissant. Et puis, juste à côté, pas loin, on entend iwik, 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 iwik. Donc un cri aigu, qui n'a rien à voir. Le premier, c'est monsieur, et après, c'est madame. On va peut-être en entendre d'autres qui vont se rapprocher. C'est la lune qui se lève là-bas? Je sais pas par rapport à la pleine lune à quel moment on est. Donc elle pourrait se lever beaucoup plus rousse là. C'est un tout petit peu voilé. Il y a quand même des premières étoiles qui commencent à se montrer. On va avoir quand même un ciel très beau. Et la fraîcheur qu'elle est à la période, disons de début d'automne là. Et c'est plutôt favorable au brame. Il préfère une petite fraîcheur comme ça plutôt que des champs trop chauds. Là. On a entendu du galop là. Et une grande particularité des chouettes, c'est d'avoir les yeux sur le devant de la face. Si tu prends un oiseau, un merle, un pigeon, une bécasse, ce sont des oiseaux qui ont les yeux sur les côtés. Ça a de l'intérêt, tu vois venir des dangers sur les côtés, y compris un petit peu derrière. Pour un oiseau chasseur, comme les chouettes, tu as besoin d'avoir une profondeur de champ pour ajuster ta capture. Donc si tu as les yeux placés comme les êtres humains sur la face, d'une part ça te donne un aspect de visage, mais ça c'est l'aspect extérieur, hein. Les chouettes ont une drôle de tête de par la position des yeux. Donc je vois très bien devant moi, et j'ai la faculté de voir très bien devant moi si je tourne la tête de 270 degrés. Tu vois la tête de la chouette qui te regarde, en fait c'est pas de se tourner de l'autre côté, ça fait pas non plus complètement 360, mais ça fait quand même une belle capacité, sans que le corps bouge, de pouvoir faire pivoter sa tête. Donc à la fois je vois très bien de face, et ma tête de face, je peux la faire tourner pratiquement dans mon dos.
pas de lampe. On reconnaît plutôt bien. Tu vois très bien même. Parce que déjà, tes yeux se sont habitués. C'est-à-dire que ta pupille s'est ouverte pour laisser passer un maximum de lumière. Faut pas regarder son téléphone pour éviter justement d'être ébloui et de repartir sur ce temps d'adaptation. Des yeux jaunes un peu, c'est ça ou pas? Ah, alors là, t'as raison. On est très régulièrement appelés par des particuliers. Ils ont trouvé une chouette blessée. Donc on leur demande la couleur des yeux. Parce que c'est discriminant. Entre la chouette chevêche qui a les yeux jaunes, la petite chouette aux yeux jaunes, ou la chouette erfraie qui a les yeux noirs, la hulotte a aussi les yeux noirs. Puis le hibou a les yeux orangés. C'est une façon, la couleur de l'iris, d'approcher la détermination de à quelle espèce on a affaire. Les hulottes, elles n'ont pas augmenté en intensité. Donc là, il y a eu le démarrage. Là, il y a presque un petit creux. Donc c'est normal, elles commencent à chasser. Donc, je pense qu'il faut qu'on se rapproche encore un petit peu. Puis après, peut-être qu'on ne bougera plus. On va jusqu'à la lisière, là-bas. De façon à se rapprocher encore un peu plus du cœur de la forêt. À partir de quel moment tu es devenu nocturne? C'est complètement lié à l'étude des rapaces nocturnes. Qui remonte à quand alors? Tu veux vraiment que je te raconte tout ça? Oui. J'ai mis un pied dans la nature. C'est des souvenirs de partage de la nature avec mon père. J'ai pas eu la chance d'être élevé par mon père étant petit. Et donc j'ai découvert mon père à la préadolescence. Donc je suis dans une famille de chasseurs jusqu'au bout des ongles. La passion de mon père, c'était l'été consacré à la pêche et puis la chasse. Comme c'était son dada à partir de l'ouverture, j'avais mon bâton de rabatteur à 11 ans, à 12 ans, pour taper d'un côté de la haie pendant que lui marchait avec ses chiens de l'autre côté. Tu appréciais? Énormément. Bon, là, c'est très clairement la valorisation paternelle, quoi. C'est un moment de partage, un moment de rencontre avec un père que j'avais pas rencontré, voilà. Ça veut dire que quand j'ai 16 ans, quand j'ai l'âge légal d'avoir un fusil, j'ai un fusil. C'était quoi comme fusil? Tu t'en rappelles? Ah, alors là, je m'en rappelle extrêmement bien. C'est un canardier. Un canardier, c'est un fusil à un coup. C'est un fusil qui porte loin, qui a un canon très long, parce que les canards, ça peut décoller d'un petit peu loin, et surtout, ça a un plumage assez dense. Il faut avoir un plomb assez conséquent, plutôt du 5 que du 6. Mais, comme il s'agissait de la chasse en plaine, de la chasse à la perdrix, c'est pas du tout le fusil adapté. Parce que ça veut dire que ça fait une gerbe de plomb très concentrée, pas du tout favorable pour tirer des perdrix qui vont un petit peu partir dans tous les sens et qui partent de beaucoup plus près. Si tu mets pas en plein dans le mille, avec ton canardier, tu tires à côté. Et il se trouve qu'avec le canardier, je réussissais pas mal. Donc j'étais félicité. Jusqu'à ce que je prenne un petit peu plus de plomb dans la tête. Je me rends compte à 18 ans que la faune sauvage, le gibier, il vit quand même dans des conditions difficiles. C'est pas si facile pour une perdrix de se nourrir toute l'année. C'est pas si facile d'élever ses jeunes. À 23 ans, j'ai gardé un contact, mais en décidant de ne plus tirer. Donc je suis un renégat de la chasse. Je l'accompagnais en prenant des jumelles. Et puis j'ai pris un appareil photo. Et si tu veux, j'ai transféré le plaisir de la traque, parce que la chasse qu'on pratiquait, c'était une forme de traque. C'était pas je tire sur tout ce que je vois. Il allait tuer 3 perdrix, il allait s'arrêter, il allait pas, remplir sa gibecière pour faire le malin. Déjà, c'est marrant parce qu'avec la nuit, les ombres du paysage sont tellement différentes. Ah oui,
La forêt, c'est vrai que c'est une masse noire, quoi. On reste sur des bosquets relativement jeunes. Les vieux arbres sont présents mais sont assez faibles. Mais là, il y a un jeu d'ombre en fait, entre les zones éclairées et les zones qui ne sont pas éclairées. Je me suis investi dans l'étude d'un rapace qui vit en ville, le faucon cresserelle. J'ai commencé par là où j'habitais à Paris. Et ce qu'il fallait, c'était pouvoir comptabiliser le nombre de coupes nichant sur des grands bâtiments. Ça va de l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, alors c'est le phare, et ça niche à la Tour Eiffel, ça niche au Sacré-Cœur, beaucoup de bâtiments élevés, donc beaucoup d'églises. Je me suis retrouvé à 50 km de Paris, dans un petit village. J'ai continué à m'occuper beaucoup des faucons cresserelles ici. Et puis, l'originalité, c'était de pouvoir protéger des oiseaux, plus spécialement de la campagne, eh bien, les chouettes. Ça y est, on est rentré dans l'ombre. Ça y est. Alors, il y a toujours un moyen de se rassurer en forêt. Il suffit de lever la tête, en fait. On a le feuillage qui n'est pas uniforme, hein. Dès qu'on lève les yeux, on aperçoit une petite étoile. On sort un petit peu de ce mur un peu obscur. Bon, quand en plus il y a la lune comme ça, c'est assez... c'est très joli. Et c'est très calme. Le végétal semble complètement immobile comme ça la nuit, mais en fait... Il va s'animer si jamais il y a un oiseau qui se pose dedans. Par exemple, typiquement un rapace, comme une chouette qui va se poser dedans, va lui donner vie. Mais c'est vrai que le paysage semble beaucoup plus figé de nuit comme ça. Mais il semble, parce qu'il se passe plein de choses. Quand il y a un peu de vent, les arbres, c'est comme des vieilles portes. Ils grincent. Autant chez soi, c'est pas très agréable, autant en forêt, ça chante. La torsion du bois, on y est beaucoup plus attentif, je trouve, la nuit qu'en journée. Tiens, il y a quelques chauves-souris là, qui sont... Regarde. Et là, ce qu'on va essayer, c'est de les stimuler un petit peu pour voir si ça réagit. Donc on va simplement de la voix imiter le chant du mâle. Faut que ça chauffe un peu.
sais pas si c'est moi qui l'ai provoqué, mais là, il faut mieux arrêter un petit peu et le laisser éventuellement approcher. Et sinon, ça t'arrive de dormir en forêt, tu disais tout à l'heure. Ouais, mais c'est toujours par intérêt naturaliste. Si t'entends marcher, ben tu reconnais les 4 pas, il y a une cavalcade, il y a des poursuites. Bon, donc on entend quand même. Est-ce que le cerf, il va bramer toute la nuit comme ça, ou est-ce qu'il a des nuits? Oui. En fait, il va dire je suis là. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est je suis là. Et là, pour l'instant, il est tout seul. Il est tout seul par rapport à un concurrent. Ouais, par rapport à un concurrent. Il n'est pas tout seul par rapport aux biches. Non. Mais il n'est pas menacé par un concurrent. Donc pour l'instant, il fait acte de présence, mais il n'y a pas une intensité de violence pour aller éventuellement jusqu'au combat. Le combat vocal, ça permet aussi d'éviter le vrai combat de contact. La plupart du temps, ça suffit largement. C'est dans les bois. Et puis soit ça s'arrête à un combat sonore, soit ça peut aller jusqu'à la confrontation. C'est ce qu'on entend, c'est les bruits des bois qui s'entrechoquent. Mais finalement, c'est des batailles qui sont pas si régulières que ça. Tu peux être surpris par un animal qui lui-même t'a pas vu, qui se rapproche de toi et qui te découvre au dernier moment. La règle, c'est qu'un cerf, il fuit. Il a peur de l'homme. Sauf de se trouver dans une situation où il est très surpris et où sa fuite passe par ton chemin. Et que donc, à ce moment-là, il fonce. Et tu fais pas le poids. Et là, par rapport à il y a quelques minutes où on entendait le cerf, ce qui est le plus important, c'est les silences. Parce que c'est là où il se passe des choses. C'est là où les animaux vont se déplacer. Il se déplace. Et au moment où il va se manifester, il peut avoir changé de 100 mètres et être quasiment face à nous, avoir quitté son refuge dans lequel pour l'instant il était. Quand il est silencieux et qu'on ne sait pas exactement où il est, bon, c'est lui qui peut se déplacer. Donc là, il faut pas bouger. Sous tente si je décide de rester, de passer la nuit. C'est à ce moment-là que tu commences à écouter tout. Ah oui, je m'arrête le soir, j'ai ma petite tente et je casse la croûte et puis je mets mon reste de casse-croûte de l'autre côté de la tente. Je suis réveillé à 3h du matin par un bruit d'enfer. Et là, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me voler mes affaires. J'entends plus fort mon cœur que les bruits. Ça trifouille dans mes affaires, tu vois, ça trifouille, ça... Qu'est-ce que je fais ? Et il se passe du temps, là. Si jamais je sors, là, dans ma petite tente de rien du tout à 4 pattes, je prends un coup sur la tête. Si je sors pas, il va me prendre mes trucs. Là, ça me plaît pas non plus, ça. J'ai un petit couteau, j'ai un petit opinel, tu vois, alors je sors mon opinel je déplie mon opinel dans ma tente, tout doucement, sans faire de bruit, mais je me dis, mais de l'autre côté, là, il entend le cœur battre, c'est obligé. Et à un moment donné, je pousse un cri, et j'ai dit, salopard, tu vas voir, etc. Alors, toi, je me donne du courage, j'essaye d'ouvrir ma fermeture éclair qui coince, c'est trop long, tu vois. Je sors, et qu'est-ce que je vois ? Qui était en train de bouffer mon reste de casse-croûte. Il y avait du papier argenté. Si tu veux, ça faisait un bruit. Là, j'ai eu une vraie peur de la nuit, liée à un événement qui a pris une proportion dans les quelques minutes. Là, j'ai vraiment eu très peur. On quitte les bois sombres et rejoint le chemin de terre entre 2 champs de maïs éclairés par la nouvelle lune. Il doit être 3 ou 4 heures.
Le froid et l'humidité dehors nous enveloppent. J'ai les doigts un peu crispés sur le micro et je suis pas mécontente quand j'aperçois la ferme où vit Pierre, promesse de quelques heures de sommeil. On s'arrête devant la vieille bâtisse et Dominique porte à nouveau les mains à ses oreilles. Ça, c'est pour appeler la chevêche. Si tu vois, là, il y a un nichoir, là. Il y en a un autre là-haut, sous la toiture. Donc, elle a déjà fait des petits dans ces endroits-là. Donc, on est très près. Tout ça, c'est vraiment son habitat très, très... presque intime, quoi. Très proche, quoi. Donc là, on la titille un peu trop chez elle. Donc, l'oiseau peut prendre le parti de ne pas répondre. Parce que, de toute façon... On est agressif, là, on est très près. Donc si ça marche pas, bon, voilà. On l'abandonne. Le ululement de la hulotte, il est très beau. Il est très puissant. De l'entendre en milieu naturel, ça crée de l'émotion, parce que c'est la vie sauvage. Le cri de la chouette effraie, c'est un cri qui n'a rien à voir. C'est un cri... C'est rauque, c'est râpeux, c'est aigre, c'est pas beau. Mais moi, ce que je vais apprécier, c'est le fait que... Ah, super, elle est là. Celle qu'on a clouée sur la porte des granges et qui a été persécutée pendant des siècles par bêtise, par superstition, parce que c'est des oiseaux qui annoncent la mort, etc., etc. Ah ben, elle se défend quand même, elle est quand même là. Si j'entends le grand-duc, comme je l'entends beaucoup moins souvent, ça va être le côté un petit peu rare. Il est capable d'attraper des hérissons, il est capable d'attraper des jeunes renards, il est capable d'attraper du faucon pèlerin. C'est un oiseau qui, de par ses capacités, c'est de l'admiration. Si j'entends de la chouette chevêche, ça me fait plaisir de savoir qu'elle est là. Pardon. C'est pas une chevêchette qu'on a attrapée. Non, là c'est du gros là. Quelques étoiles. Il connaît très très bien les fondements des histoires. Constellation. On peut dire. La voisine réagit. Oui. Qui est à combien 800 mètres au moins. Ouais, 1 kilomètre. 1 kilomètre. S'il y a une soirée comme ça sans vent, elles s'entendent mutuellement et elles peuvent se parler. T'as l'impression de dialoguer avec elle un peu ? T'as la satisfaction d'avoir réussi. Et je t'ai levé, t'étais là, tu ne manifestes pas. Dialoguer, c'est pas... C'est un grand mot. Oui, c'est un grand mot. Bon, quand elle se rapproche et qu'elle vient t'engueuler, si t'es caché, elle peut se mettre à découvert et se mettre à chanter. Là, tu la vois dans les jumelles. Tu vois la gorge qui se déploie. Comme c'est des mâles, ils ont la gorge qui vibre. Tu la vois qui sautille. Tant que tu bouges pas, tu lui fais pas peur. Dès que tu te mets à bouger, mais hop, elle se sauve. Mais si tu veux, cette proximité de l'avoir bernée, c'est de l'avoir berné, parce que finalement, elle est venue au contact d'un concurrent, d'un intrus. Tu l'as fait venir, pas dans ta main, mais très près. C'est pas tout à fait un dialogue, c'est... Chacun dans son monde quand même. Ouais, quand même, ouais. C'est ça que la conclusion, tu vois. Je me couche sur le canapé. Le chien de Pierre me surveille ou veille, de ses yeux bruns, dont je devine le reflet quand j'ai éteint la lumière. Et après quelques heures de sommeil sans rêve, je me lève, encore dans le noir de la nuit. Je renfile mes chaussettes et sors pour voir le jour se lever. Il fait encore
Il est 6h, je viens de me lever. Et on va s'enfoncer vers la forêt. C'est pas du tout la même couleur qu'hier soir. Rapport au mur noir d'hier, là tout est plutôt gris puisque c'est complètement pris dans le brouillard. C'est assez beau. Je me tais. À partir de 6h, je choisis de partir quand même dans le sombre. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le chemin inverse de ce qu'on a fait la veille. C'est-à-dire d'aller vers la lumière. Mais ce qui est sympa, c'est la transition. C'est une transition qui est lente, qui est douce, qui s'accompagne d'un réveil de la nature. Les espèces ne vont pas toutes se réveiller en même temps. Il y a des espèces qui sont très matinales, d'autres un peu moins. On a une mécanique qui s'installe, qui est bien huilée, même s'il y a des surprises, parce qu'on peut passer à côté d'un bosquet ou d'un roncier la veille. Il y a toujours quelque chose de différent. Le troglodyte peut chanter ou ne pas chanter. Ça peut être ce jour-là un rouge-gorge et pas le troglodyte. C'est le moment pour les espèces de rejoindre leur aire de repos ou leur aire de gagnage. Il y a un centre équestre, donc il y a des gens qui arrivent de bonne heure le matin. Il y a l'agriculteur qui va aller travailler dans son champ. C'est comme si l'équipe de nuit cédait sa place à l'équipe du matin. Merci à Dominique et Pierre pour avoir partagé le temps d'une nuit leur passion ornithologique. Leur association, Athéna 78, propose des sorties et événements grand public pour s'éveiller à la connaissance des oiseaux de jour ou de nuit. L'Insomniaque, une émission écrite et réalisée par Camille Juzo, avec la musique de Alissane Brassac et le mixage de Charlie Marcelet. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion au cœur de la nuit, sur toutes vos applications de podcast, mais surtout sur arteradio.com.